Bonjour à tous et à toutes. Allez, vidéo qui suit. La semaine dernière, on avait parlé des erreurs que j'avais fait lors de mon premier achat. Et là, on va parler, puisque c'est un process dans lequel je viens de passer, immatriculation de bateau et notamment la question de la TVA. Puisque là, sur le formulaire que j'ai mis en ligne pour les achats de bateaux et les gens qui me joignent, j'ai énormément de questions sur la TVA. Alors je vais essayer de faire une vidéo assez concise là-dessus. C'est assez compliqué parce qu'il y a une incompréhension générale ou une désinformation générale sur comment on doit payer la TVA, à qui, pourquoi et comment on fait pour de temps en temps ne pas la payer, etc. Je m'excuse pour le roulis, mais c'est le mouillage de Tahiti, c'est comme ça ici, ça bouge énormément. Avant de faire cette vidéo, alors vous allez la voir sûrement dans la deuxième ou première quinzaine de juin. Je vais partir de la Polynésie dans la foulée fin juin, direction la Nouvelle-Calédonie. J'ai une autorisation pour pouvoir aller là-bas. Alors je le fais jamais en général, je récupère des équipiers par la bourse d'équipiers, mais cette fois-ci j'ai décidé de donner l'opportunité à un des abonnés. Donc si tu as du temps, que tu es vacciné, il faut avoir les 2 vaccins, et que ça t'intéresse de faire des 1000, puisque là il y a à faire, il y a un départ de la Polynésie française fin juin, première semaine de juillet, direction Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, il y aura peut-être un stop en route, peut-être pas. Je suis en train de voir avec les autorités locales pour voir si je peux faire un arrêt, juste un mouillage sur une île sans descendre à terre. Et derrière, Nouvelle-Calédonie, il y aura un stop d'une dizaine, une quinzaine de jours, le temps de récupérer le visa pour aller sur l'Indonésie. Et la suite sera donc descendre de la Calédonie via le détroit de Torres et l'Indonésie qui est ouverte aujourd'hui, Covid ou pas Covid. Donc voilà, allez, parenthèse fermée, on revient sur la TVA. Or la TVA, il y a beaucoup de... Donc sur les sites que je vous ai donnés, sur les sites de bateaux en général, il y a beaucoup de bateaux à vendre qui sont marqués hors TVA. C'était le cas de celui-là. Alors, premièrement, même si le... Alors, on va prendre l'exemple d'un bateau sous pavillon français, puisque ça c'est quelque chose que j'ai eu quand j'ai voulu acheter libre. Même si le bateau il est hors Union Européenne, qu'il est TVA non payé, donc une société qui a fait du charter ou ce que vous voulez a pris un bateau, n'a pas payé la TVA, il est en ce moment au Cap-Vert et vous voulez, vous en tant que Français, l'acheter. Si vous envoyez un email, ce que j'ai fait aux douanes, ils vont vous dire que en tant que Français, vous devez vous octroyer de la TVA, même si vous ne rapatriez pas le bateau dans les eaux territoriales. Même s'il ne rentre pas dans les eaux territoriales, vous avez à payer la TVA. C'est pour ça que la TVA, c'est compliqué, parce que, par contre, un Américain qui veut acheter un bateau en dehors des États-Unis, ne paye pas de TVA, il ne la paiera uniquement que s'il ramène son bateau sur le territoire américain. Donc nous, en tant que Français, sur des pavillons français, que vous soyez sur le territoire ou pas, que vous y mettiez les pieds ou vous y mettiez jamais les pieds, vous aurez de toute façon la TVA à payer. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, alors ça m'est arrivé aussi, je parle de la Croatie, je ne suis pas sûr que la Grèce soit pareil, mais je pense. Donc en Croatie ou en Grèce, pour ne pas avoir à payer la TVA, l'une des choses que les gens font, c'est y mettre leur bateau dans un endroit où il n'y a pas la TVA à payer. Donc il y a différents endroits pour faire ça dans le monde. Eh bien, si vous achetez un bateau en Croatie, admettons, et que même si vous êtes on va dire américain, en Croatie, la TVA est à payer à l'État avant que le bateau puisse quitter les eaux territoriales. Donc là, quelle que soit votre nationalité, c'est à vérifier, hein, mais moi j'ai eu 2 fois le cas, j'ai 2 fois les brokers qui m'ont dit ça. Quelle que soit votre nationalité, à partir du moment où vous allez acheter un bateau en Croatie, la TVA est à payer avant qu'ils puissent vous donner les papiers. Donc là, c'est plus une histoire de ramener le bateau en France ou être français, pavillon français, quoi que ce soit. Là, le pays ne laisse pas sortir le bateau sans avoir la TVA payée. Donc ça, vous voyez, c'est un deuxième cas qui arrive assez régulièrement. Et les cas
qui sont les plus faciles à gérer, donc en dehors de ces pays-là, c'est d'acheter un bateau donc, où la TVA n'est pas payée. Donc j'aurais pu le faire sur celui-là, je ne l'ai pas fait, je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous achetez le bateau et vous décidez de le mettre sous un pavillon de complaisance. Le plus facile aujourd'hui c'est le Delaware et très facile aussi la Malaisie. La Malaisie, ils vous font un pavillon malaisien pour 150 dollars, je crois, enfin pour 300 dollars, tu es immatriculé en Malaisie. Et le Delaware, c'est pareil, c'est pas très compliqué pour être immatriculé sur le Delaware. Sachant que de mon expérience personnelle, chaque fois que j'ai eu donc il faut savoir que quand vous mettez le bateau au nom d'une société, vous n'avez pas le droit de naviguer à bord si vous êtes le patron de la société. Ça s'appelle du charter déguisé. Et d'expérience personnelle, chaque fois que j'ai été checké sur un bateau, c'était en France. Partout ailleurs dans le monde, tout le monde se fiche de quel est le pavillon et quel est le propriétaire ou pas le propriétaire. Moi, ça m'arrivait une fois en Corse et une fois en Martinique d'avoir les douanes qui montent à bord alors que j'étais sur un bateau immatriculé sur les BVI en me demandant à qui était la société et si j'en étais le propriétaire. Il s'avérait que moi, j'étais employé de la société en question puisque j'étais dans mon rôle de skipper professionnel. Donc c'est passé. Mais si le propriétaire avait été à bord, donc il avait mis sous pavillon de complaisance, il aurait fallu à un moment donné qu'il justifie qu'il avait loué le bateau pour la semaine. Donc ça, c'est à savoir aussi. Mais comme je vous dis, il n'y a que en France où je me suis fait chasser, partout ailleurs, ils s'en fichent complètement. Donc voilà. Et une chose à savoir, par exemple, ici en Polynésie française, donc ce bateau est à vendre sans TVA, donc TVA non payée. Donc on a essayé de le mettre sous le pavillon canadien avec Michael qui a une résidence canadienne et on l'avait mis actionnaire majoritaire sur les parts du bateau. Ça n'a pas marché, le Canada a refusé puisqu'il faut que les deux propriétaires soient canadiens. Donc vous voyez, c'est pas passé. Je vous passe les détails de la non-recherche qu'il a fait avant et les histoires que ça nous a donné pour se rendre compte que c'est pas faisable. Bref. Donc aujourd'hui, je suis seul propriétaire du bateau et il s'avérait que comme le bateau était resté plus de 7 ans en défisque, la TVA a été payée. Donc in fine, il va être sous pavillon français, il n'y a plus de problème de... Enfin, la défiscalisation était finie, donc il n'y avait pas de TVA à payer, donc il va être sous pavillon français. Mais il nous avait dit que si on mettait le bateau sous un pavillon et qu'on ne voulait pas payer la TVA, on avait certainement l'obligation de quitter les eaux territoriales immédiatement après. Donc vous voyez, la TVA, en fonction des pays, ici il faut aller quitter les eaux territoriales, vous allez comme je vous ai dit, en Grèce ou en Croatie, ils ne vous laissent pas partir sans que la TVA est payée dans le pays de résidence. Donc voilà, donc la TVA, vraiment le mieux, moi, ce que j'ai trouvé assez facile dans les bateaux où la TVA n'est pas payée, c'est tout ce qui est les bateaux qui sont dans les dom-toms, que vous trouvez assez facilement. Il y a des bateaux sans TVA, et vous les immatriculez sous des pavillons de complaisance, comme la Malaisie ou le Delaware. Tant que ça se passe comme ça, ça va. La Croatie et la Grèce, ça devient compliqué. Une autre chose à savoir sur la TVA, c'est pas non plus très compliqué de mettre le bateau sous le nom d'une société. Aujourd'hui, créer une société, c'est pas quand on parle d'un bateau qui fait 100 ou 150 000 euros, si vous avez 20% de TVA à payer, ça fait quand même un billet de 30 000 à sortir, 20% de 150 000. Aujourd'hui, créer une société et mettre le bateau sous le nom de la société pour ne pas payer la TVA et derrière se faire, quand on est dans les eaux territoriales françaises, un acte de location parce que vous naviguez dessus, c'est pas non plus une chose très compliquée à faire. Donc les achats hors TVA, il y a des feintes assez faciles. Comme je vous dis, la Malaisie, pour ceux qui sont intéressés, je pourrais donner le contact du broker qui s'occupe de ça. Vous avez un pavillon malaisien pour 150 $.
Le MMSI est à renouveler tous les 3 à 5 ans, je crois, donc ça vous coûte 80 balles tous les 3 à 5 ans pour renouveler votre MMSI. C'est les règles de la Malaisie, mais vous pouvez assez facilement acheter un bateau dans ces conditions-là. Alors, une autre virgule qui est faisable, c'est vous achetez, hein, donc là on rentre vraiment dans les montages compliqués, mais c'est faisable. Donc si vous voulez vraiment faire les choses de façon très tordue, donc ce que vous pouvez faire, c'est vous montez une société, vous achetez le bateau hors TVA, une fois qu'il appartient à la société en question, vous le faites passer sous pavillon malaisien. Ah, donc c'est une double bascule, mais bon, sur des bateaux où il y a des grosses sommes, ça vaut le coup. Sinon, l'avantage des bateaux qui sont annoncés hors TVA, c'est que vous pouvez négocier le prix. C'est ce qu'on a fait nous sur celui-là, puisque le gars qui était dans la négociation, il n'était pas sur papette. Et donc moi, le montant de la TVA, je lui ai dit déjà, je le déduis du prix d'achat, puisque je vais avoir à le sortir. Donc ça c'est un gros plus que vous pouvez avoir là-dessus. Ensuite, ça c'est pour le côté TVA. Sur le process d'immatriculation et d'achat, il y a des choses à savoir. Par exemple, là, je viens d'avoir la surprise sur celui-là. Le bateau n'avait pas de MMSI. Le MMSI, vous savez, c'est son numéro d'identification au niveau des fréquences. Donc, ça s'appelle l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences radio, sur lequel vous avez l'obligation de déclarer, l'obligation. Votre VHF, si vous avez un transpondeur AIS, si vous avez une balise Hyperb, etc. Et il vous donne un numéro MMSI et un call sign qui reste attribué au bateau. Donc, quand vous allez faire l'achat, vérifiez que le bateau en a un ou pas. S'il en a pas, c'est pas très grave. Il faut faire la demande au niveau de l'ANFR. Ça se fait en ligne, c'est assez facile. Il faut prendre les appareils en question, les déclarer et faire les choses assez rapidement. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous alliez contacter les douanes et que vous soyez sûr que le bateau n'a pas d'hypothèque dessus et qu'il est en règle. Avant d'aller acheter, c'est une chose à faire. C'est pas quand vous allez arriver avec vos papiers, que vous avez signé les papiers d'achat, que vous avez viré l'argent au gars et que vous voulez faire changer votre bateau de nom et que vous amenez tout ça aux affaires maritimes et aux douanes, qui vous disent ah ben oui non mais monsieur je suis désolé, le bateau là il a une hypothèque. Donc ça c'est une chose à vérifier avant de faire quelques virements que ce soit. Donc vous allez bien vérifier ça. Et après la procédure, alors pareil, ça dépend des pays. Ici, on est à achat fait en décembre, on est en mai. J'ai été la semaine dernière aux affaires maritimes pousser un petit coup de Steph. Parce que j'ai toujours pas les papiers du bateau. Ils seront là normalement la semaine prochaine parce que là je me suis déplacé de bureau en bureau. Donc ça aura mis 6 mois pour avoir fait les papiers. Il faut savoir qu'en France, les matriculations de libre, j'avais envoyé les papiers un lundi, le jeudi je les avais reçus. Donc vous voyez, il y a des quartiers d'affaires maritimes qui travaillent plus vite que d'autres. À le savoir. Deuxième chose que je vous conseille de faire, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, en général, j'ai rarement les papiers du bateau dans le bateau. J'ai souvent navigué avec les papiers en Europe, puisque aujourd'hui, vu la gueule des actes de franchisation, c'est une vulgaire photocopie. La photocopie de la photocopie, personne ne fait la différence. Ça vous permet de, si vous les perdez, de vous faire envoyer une photocopie, ou sinon, surtout, numériser tout ça. C'est hyper important. Assurance. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne peuvent pas être assurés s'ils déclarent qu'ils vivent à bord du bateau. Donc ça, c'est pas vrai. Il faut savoir qu'il y a des assurances qui le font. Là, c'est l'assurance sur laquelle j'étais, il n'y avait pas de problème. Et il faut savoir que, le cas échéant, vous avez vu que Libre a fini sur la plage en Colombie. Ils étaient juste assurés au tiers, une assurance qui coûte 80 € à l'année. L'assurance a couvert la sortie du bateau de la plage et l'amener à la casse. Ce qui veut dire que les jeunes, pour 80 balles, ils se sont évités un paquet de problèmes. Après, le problème qu'il y a sur les assurances bateaux, c'est que plus les bateaux sont vieux, moins ils veulent les assurer en tout risque. Et de toute façon, quand vous êtes assuré en tout risque, ils vont toujours revenir vers vous en vous disant que vous n'étiez pas dans les conditions du contrat. Donc ils vont vous demander la météo du jour, est-ce qu'il y avait un skipper à bord, est-ce qu'il y avait ci, est-ce qu'il y avait ça.
Donc c'est bien si vous dérapez dans un mouillage et que bon, vous avez un petit pet sur un autre bateau, vous êtes assuré, vous payez les dégâts. Mais moi, l'assurance tout risque, à chaque fois que donc sur le bateau à Bisher, on avait pris sur un gros coup de vent en traversant le Gulf Stream, on avait donc le mât avait été mal fait, les jonctions de rails du chariot, de la montée de la drisse des coudes de grand voile tombaient exactement au niveau des pointeries. Donc j'avais mon chariot Arken exactement sur la connexion de deux rails vous savez, les rails ils sont connectés, là, il y a le mât qui est comme ça, puis il y a des rails fixés le long là, et c'est des bouts de je sais plus quelle taille d'ailleurs. Et on était exactement. Et donc on était sous Dory, on s'est fait branler toute la nuit, c'est monté à 45 nœuds. Et ce qui s'est avéré, c'est que ça a tellement tiré sur la tête que ça a. Donc on s'est retrouvé avec les deux rails ouverts comme ça, la tête donc le premier chariot qui s'était arraché du mât. Bon, je suis monté, j'ai remmanché, on est retombé d'un riz, bref, on s'est débrouillé. C'est pas ça le souci. Mais quand on a voulu faire venir l'assurance, enfin passer l'assurance pour dire voilà, moi je suis assuré tout risque, il y a eu ça et ça et ça, ça a été un travail sans fin, ça n'a jamais abouti. Donc finalement on a dû, parce que là à refaire c'est pas rigolo, donc on met le bateau à sec, on sort le mât, on pose le mât, on enlève tous les rails, on repose des rails, on remate le bateau et on le remet à l'eau. Donc un petit billet conséquent. Bon là c'est Bisher qui payait, ça allait bien, mais bon, vous voyez, il était assuré en tout risque et l'assurance a rien voulu savoir. Donc pour ce qui est des assurances, voilà ce qu'il en est. Je pense qu'on a fait le tour des questions d'achat de bateau. Donc faire une visite. Enfin déjà demander les vidéos hein, en ligne par email etc de tous les points clés. Bon ça pour ceux qui vont faire ça avec moi je vous explique tous les points à checker qu'il y a dessus. Derrière vous faites réception de ça, vous êtes bien, vous allez faire une visite. Une fois que vous avez fait la visite, la première chose à voir c'est donc TVA payé, pas payé et si c'est français, les douanes ou même ailleurs, savoir s'il y a une hypothèque sur le bateau. En fonction de ça, vous prenez la décision ou de mettre un pavillon de complaisance ou mettre sous pavillon français. C'est après ça que vous allez faire donc votre demande d'acte de franchisation. Dans la foulée, vous vérifiez que sur l'ancien acte, donc le bateau il est bien avec un MMSI dessus. S'il n'a pas, vous faites la déclaration à la NFR de tous les instruments qu'il y a pour avoir votre numéro d'identification. Ensuite, vous déclarez donc VHF et tout ce qui va bien. Vous recevez les papiers, vous l'assurez minimum au tiers et normalement vous êtes bon pour partir. Voilà à peu près le processus. Ça prend pas des milliers et des cents. C'est pas, comment dirais-je, ça paraît un parcours un petit peu du combattant, mais aujourd'hui les choses sont faites de façon assez facile. Je vous assure que tout ça, ça se fait si vous êtes efficace. En 8 jours, enfin vous faites une visite, on va dire un jeudi. Si là, le bateau vous voulez l'acheter, hein, comme j'ai dit, allez pas faire des visites, hein, mais le vendredi de la semaine d'après, normalement vous êtes au point. La NFR met un peu de temps pour vous envoyer votre numéro, puisque même si vous faites une demande en ligne informatique, il vous envoie votre numéro d'identification par courrier. Bon, c'est comme ça. Et alors, le problème de la NFR, c'est que ils vous demandent une preuve de propriété, donc en général ils attendent que vous ayez l'acte de franchisation, ce qui veut dire que vous allez avoir un acte de franchisation sans le MMSI dessus. Donc de temps en temps c'est bien d'envoyer les papiers comme quoi donc l'acte d'achat et de faire ça au moment où vous allez demander les papiers, puisque si vous faites ça avec l'acte d'achat, avec la signature etc, il y a des chances qu'ils vous envoient le MMSI et du coup quand vous allez aux douanes et aux affaires maritimes ils peuvent mettre le MMSI sur les papiers du bateau. Bon, c'est un peu du charabia tout ça, mais voilà pour dire. Deuxième chose qui va vous poser problème quand vous allez faire ça, si le bateau est équipé d'un transpondeur ou si le bateau est équipé d'une VHF et que donc il avait un MMSI attribué, ce que l'ancien propriétaire a dû faire normalement, pour changer ces numéros dans le transpondeur et dans la VHF, il y a énormément de marques qui sécurisent. Ce qui veut dire qu'il va falloir que vous ameniez le transpondeur et la VHF ou les deux
chez un dealer de la marque pour pouvoir changer le MMSI. En général, il est attribué, on peut le mettre une fois dans l'appareil. La deuxième fois, on ne peut plus changer. Il faut passer par un dealer local qui peut charger énormément. Ici, pour le transpondeur, ils veulent 115 $ pour changer le numéro MMSI, pour mettre un nouveau MMSI. J'ai acheté un transpondeur ici. Voilà ce qu'il en est. Donc, c'est pour vous dire que ça, c'est des choses pareilles auxquelles il faut que vous attendiez. Mais ça fait partie du processus d'achat. Bon, voilà. Écoutez, la semaine prochaine, je ferai une vidéo sur l'état de la Polynésie aujourd'hui. Quand je parle d'état, je ne parle pas de l'état des îles et machin. L'état des capacités de navigation, la bienvenue ou pas des bateaux ici, les possibilités de mouillage, les rapports avec les locaux, trouver de l'eau, etc. Je vais faire ça avant de partir. Je vous rappelle qu'il y a une place d'équipier disponible pour partir d'ici pour aller jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Il faut être vacciné, non fumeur. Et là, je vais faire un bilan sur la Polynésie. J'aurais fait 6 mois et pour vous mettre un petit peu l'idée de la vidéo de la semaine prochaine, j'en aurai déjà fait assez. Donc voilà, je vous raconterai tout ça la semaine prochaine en détail. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes. Ciao, ciao.